Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du Data Lab Normandie. Donc, le Data Lab, hein, c'est le réseau des acteurs de la donnée et de l'intelligence artificielle en Normandie, qui est coordonné par la région, l'AD Normandie, l'INSA de Rouen-Normandie et le CRIAN. Donc, ces webinaires ont pour objectif de renforcer l'acculturation aux enjeux et aux usages de l'intelligence artificielle et de la donnée. Et donc, dans ce cadre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Grégory Bonnet du laboratoire grec à l'Université de Caen, qui va nous parler donc des enjeux de l'éthique et de l'IA. Donc, merci beaucoup euh, de nous rejoindre et je vous laisse la parole. Merci. Merci Bruno. Avant de laisser Grégory ouvrir le sujet, on aborde donc le sujet de l'IA et de l'éthique. Alors, c'est ce qu'on évoquait juste avant de déclencher la vidéo, c'est ce qu'on se disait, c'est-à-dire que la notion d'éthique est une notion qui, quand on parle d'intelligence artificielle, mais pas seulement, et Grégory l'évoquera tout à l'heure, nous amène sur des horizons qui peuvent être très différents les uns des autres. L'idée de ce webinaire-là, c'est pas de se donner une définition de ce qu'est l'IA éthique, parce que je pense que je parle sous ton contrôle, Grégory, sous votre contrôle, pardonnez-moi. Oui. Il y a quand même des blocs qui sont relativement communs, mais d'autres qui sont aussi différents, et notamment sur les points qu'on a décidé d'aborder là, on s'est fait un point sur la notion d'interaction avec les agents, la notion d'enjeu sur l'interaction homme et machine, la notion de responsabilité et cette notion aussi de supervision. Alors ça va être, ça c'est un point qui est assez intéressant parce que cette notion-là comment est-ce qu'on calcule la performance morale, et on essaiera, si on a assez de temps, d'aborder le dernier point sur la notion des conflits. Et le premier point, avant que je ne me taise et laisse parler Grégory, c'est sur cette notion de faire interagir des agents, et notamment un point que je me suis permis de reprendre ce point-là, Grégory, parce que vous l'aviez déjà évoqué, on l'a évoqué ensemble, c'est la notion d'une IA humain et artificiel capable de percevoir son environnement, ça c'est le premier point, et la notion de forme de théorie de l'esprit. Voilà, c'est déjà des termes qui, rien qu'en les disant comme ça, je trouve assez riches. Et comme je disais tout à l'heure, s'il y a des points, n'hésitez pas à nous interroger sur le chat, et on se laissera un peu de temps à la fin de l'intervention de Grégory pour essayer aussi de laisser de la place aux questions. On est 23, on est 20. Voilà, donc ça nous fera un peu d'espace. Grégory, je vous laisse la parole pour cette première introduction. Merci beaucoup. Alors, peut-être quelques mots pour me présenter et puis vous dire d'où est-ce que je parle. Donc, moi, je suis chercheur en intelligence artificielle au laboratoire grec depuis déjà un certain nombre d'années. Et je viens d'un des nombreux domaines de l'IA qu'on appelle les systèmes multi-agents, les systèmes composés d'agents autonomes, dans lesquels on va s'intéresser à modéliser le comportement d'entités. Alors, ça peut être des robots, ça peut être des humains, ça peut être voilà, des choses de nature assez diverses, qui vont devoir prendre des décisions dans le temps, dans un certain environnement. Un exemple typique, hein, c'est si vous voulez modéliser le comportement d'un robot qui doit faire de la navigation dans un espace inconnu et faire de la cartographie. En fait, vous êtes en train de définir ce qu'on appelle un agent autonome. Et si ce robot doit interagir avec des êtres humains, eh ben c'est aussi cet être humain que vous voulez modéliser dans votre système, peut être aussi vu dans une certaine mesure comme étant un agent autonome. Et donc c'est un domaine de recherche qui est assez ancien, même si aujourd'hui, depuis quelques années tout au plus, le mot agent a pris aussi une autre dimension, parce qu'il y a un domaine de recherche qu'on appelle l'agentic AI, qui s'intéresse en particulier aux chatbots, aux techniques qui nous viennent des grands modèles de langage, et a été développée toute une série d'agents conversationnels qui sont capables d'analyser du discours et puis se servir de ces analyses pour pouvoir prendre des décisions d'action, pour actionner en fait des choses. Donc ce qu'on appelle agentic AI,
Donc voilà, les agents intelligents, c'est une espèce de remise un peu au goût du jour de ces travaux plus anciens et qui continuent, qui perdurent de toute façon sur des aspects plus fondamentaux qui sont la robotique autonome, etc., etc. Donc ça, c'est un peu mon cœur de métier initial. Et depuis une dizaine d'années, je m'intéresse aux questions d'éthique computationnelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour intégrer dans les mécanismes de prise de décision de ces agents des éléments qui portent en eux des enjeux éthiques. Et on va peut-être commencer par un exemple très très simple, hein. Si je veux faire un robot qui est censé faire de la navigation dans un bâtiment, ben, il y a peut-être des contraintes de sécurité qui font que certaines zones du bâtiment ne doivent pas être accessibles aux robots, par exemple. Et donc, j'aimerais pouvoir intégrer dans les mécanismes de décision du robot ces interdictions et ces obligations. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas de les intégrer en dur et de coder explicitement, ben voilà, dans ce bâtiment-là, il est interdit d'aller à cet endroit-là, je bloque, mais d'avoir plutôt des mécanismes un peu plus généraux qui permettent de représenter et de raisonner sur la notion d'interdiction, la notion d'obligation, la notion de sanction et différentes notions de ce type-là qui vont permettre à nos machines de prendre des décisions en séquence. Donc voilà. Donc je suis coordinateur d'un groupe de travail national, ce qu'on appelle un groupe de travail d'un GDR, un groupe de recherche du CNRS, qui est dédié à l'intelligence artificielle. Et dans ce groupe de travail, moi, je m'occupe en particulier de ces aspects computationnels de l'éthique. Et donc voilà, c'est un peu mon cœur de métier maintenant, dirons. Alors peut-être pour reprendre un peu les termes qui ont été évoqués. Donc nous, on s'intéresse à des agents, à ces agents artificiels, ces entités autonomes, qui doivent prendre des décisions en fonction, alors soit d'objectifs, soit de règles internes, soit de ce qu'elles observent dans l'environnement dans lequel elles sont plongées. Alors qu'on parle d'environnement, ça peut être très large, hein, ça peut être, si je suis un robot, bah, je suis dans un espace réel, j'ai mon robot voilà, qui est dans les mêmes couloirs que les humains, et ça, c'est l'environnement. Mais si j'ai un logiciel qui travaille sur des réseaux, bah, en fait, l'environnement virtuel du réseau dans lequel le logiciel est plongé, c'est son environnement qu'il perçoit et sur lequel il va prendre des décisions. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut être intéressé, évidemment, pour coder des machines autonomes de cette manière-là, mais ces machines-là, elles ont aussi peut-être pour vocation d'interagir avec d'autres machines ou d'autres agents qui peuvent être des humains. Si je reprends encore mon exemple de robots navigateurs, rien n'empêche que ces robots soient en interaction avec d'autres robots qui appartiennent à d'autres personnes qui naviguent dans les mêmes bâtiments ou qui soient en interaction avec des utilisateurs qui vont leur demander des aides pour être guidés ou d'autres choses de ce type. Donc en fait, on a des machines de plus en plus qui sont en interaction avec des êtres humains, qui doivent prendre en compte ces interactions parce que ça fait partie de leur environnement de travail dans leur propre mécanisme de décision, et qui vont devoir être capables de tenir compte de ce que font les autres, de ce que éventuellement pensent les autres, ou ce qu'elles peuvent déduire que pensent les autres, ce que savent les autres, mais toute une série d'éléments qui sont liés à la perception que l'on a d'autrui et une certaine forme de capacité à se mettre à la place d'autrui pour aider à prendre des décisions. Et ça, c'est le terme que vous aviez évoqué, on a parlé de théorie de l'esprit, et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Un exemple typique, pour encore une fois comprendre un peu le concept, si vous êtes en train de vous déplacer dans une pièce, vous vous préparez à sortir et à passer par la porte, et vous voyez à ce moment-là une autre personne qui est elle aussi en train de se diriger vers la porte. Vos mécanismes de théorie de l'esprit vont vous permettre de vous mettre à la place de la personne que vous observez et d'inférer, de déduire que cette personne a pour intention de sortir elle aussi de la pièce. Vous n'en savez rien. Je veux dire, c'est une déduction que l'on peut faire. D'accord ? Cette vérité, elle ne vous est pas directement accessible. En revanche, sachant cette déduction,
vous pouvez tout à fait deviner que la personne va elle aussi passer par la porte, et donc il va y avoir besoin, à un moment donné, de se coordonner, parce que vous n'allez pas pouvoir passer la porte en même temps que l'autre. Et donc il va falloir décider, vous, individuellement, est-ce que vous accélérez le pas pour passer avant les personnes? Est-ce que vous ralentissez pour la laisser passer, par exemple? Donc vous voyez, on a bien besoin de ce mécanisme de coordination, cette théorie de l'esprit, pour se mettre à la place d'autrui, et pour prendre des décisions qui sont appropriées. Alors, si je peux me permettre une première question, Grégory. Ouais. Lorsque l'on a ce type de situation, et l'exemple que vous avez cité est parfait parce qu'il illustre bien ce que l'on peut avoir au quotidien et surtout en termes de données, mais dans quel monde est-ce que un agent qui a été développé par vous et un autre agent qui a été développé par quelqu'un d'autre vont réussir, un, à se comprendre, et deux, à ne pas essayer de prendre l'ascendant sur l'autre? Ouais, alors ça, encore une fois, c'est presque une autre question. C'est de savoir qu'est-ce que font vraiment ces agents et quels sont leurs objectifs Ok. dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Alors, pour pouvoir se comprendre comme vous le dites, en fait, il faut qu'ils puissent partager éventuellement des objets communs. Mais encore une fois, la théorie de l'esprit, c'est-à-dire le raisonnement que je vous ai décrit, est absolument indépendant Voilà, c'est ça. du fait que la personne en face ait bel et bien vu ma présence, raisonne de la même manière que moi. C'est moi qui fais une projection dessus. Voilà. Ouais, Et c'est donc, ça. dans ce cadre-là, en fait, ce qu'essayent de faire la plupart des gens qui travaillent dans ce domaine-là, ce qu'ils essaient de faire, c'est de produire des outils et des modèles pour représenter et faire du raisonnement sur tous ces objets un peu abstraits que j'ai cités, qui sont les intentions d'autrui, les connaissances d'autrui, les croyances d'autrui, les buts d'autrui, et des choses, alors je vais dire, ouais, qui restent aussi abstraites, hein, des questions d'obligation, de De confiance, biais, vous finalement, voyez, non? toute une série de Ça, concepts d'assez haut niveau qui nous sont nécessaires, nous, en tant qu'êtres humains, pour prendre des décisions et sur lesquelles on se repose pour faire de la coordination. Voilà. Par exemple, quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et que vous essayez de convaincre une personne d'un certain objet, d'accord, pour une discussion, mais en fait, vous vous faites une représentation mentale de ce que c'est la personne en face de vous et aussi quels sont ces modes de raisonnement. Et quand vous dites, bah, je sais que je dois dire telle chose à telle personne parce que je sais qu'elle fonctionne comme ça, d'accord, c'est bien que vous êtes en train de faire de la théorie de l'esprit et que euh, vous êtes appuyé sur ce que la est-ce que personne c'est un était. schéma presque empathique ou le mot n'est pas Alors, adapté? l'empathie fait partie de la théorie de l'esprit. Alors ça, c'est quelque chose qui est plutôt assez, c'est le côté assez humain des choses, hein. On n'a pas vraiment de machines qui ont de l'empathie au sens strict du terme, mais essayer de modéliser la théorie de l'esprit est comment dire, c'est une première voie ou un premier pas pour essayer de modéliser de manière réductionniste un peu cette notion d'empathie à Ok. des fins de coordination. C'est pour pouvoir prendre des décisions, de bonnes décisions pour un robot ou une machine. D'accord. Et, euh, et par exemple, hein, ça peut être aussi un problème important parce que on sait, voilà, typiquement que il y a un certain nombre d'études hein, qui sont sorties ces derniers temps sur le pouvoir de persuasion des chatbots modernes type ChatGPT, etc., les LLM, qui, eux, on le sait très bien, n'ont pas du tout été conçus pour pouvoir, pour écrire la vérité, hein, mais pour générer du discours. Et on sait que ces discours-là ont des effets très importants, en fait, sur les usagers, qui vont avoir plutôt tendance à croire et à faire confiance à ces machines. Et il pourrait être intéressant d'avoir, par exemple, des modèles assez explicite de représentation de la confiance, de ce que c'est un interlocuteur de votre chatbot au cours de la conversation, hein, pour pouvoir contrôler un peu le comportement du chatbot et éviter, par exemple, qu'il professe des éléments qui ressembleraient trop à des vérités qu'un utilisateur pourrait croire plus facilement. Voilà. Donc on peut avoir un intérêt en fait à essayer d'avoir des modèles formels de ce type-là.
Ça veut dire que dans la première approche, déjà dans la conception, la notion d'intelligence artificielle responsable, ça commencerait par cette notion de théorie de l'esprit. Ce serait un des premiers blocs pour aller vers une IA dite responsable? Bah, en fait, alors, il y a plusieurs choses. En fait. Cet élément-là était un peu une introduction pour vous dire que Ouais. donc, pour des agents autonomes aujourd'hui, il y a de nombreuses interactions qui se font avec des êtres humains, et ces interactions, elles posent effectivement des fois un certain nombre de questions, hein, qui peuvent être des questions d'ordre éthique. Et puis, il va falloir que nos agents ils soient capables de naviguer et de prendre des décisions dans des environnements où il y a des humains qui, eux, ont leurs propres préoccupations. Il va falloir modéliser assez finement toute une série de concepts qui sont liés à ça, prendre en compte voilà, les vulnérabilités cognitives des êtres humains, euh, les asymétries d'information, par exemple, euh, le fait qu'un humain peut avoir des croyances erronées, voilà, ne pas savoir exactement ce à quoi sert une machine ou un robot, et de là Et que déduire de d'un mauvaises choses. humain, et que d'un humain à un autre, on n'est pas non plus cette même approche. Donc là, la machine, l'agent, doit aussi tenir compte du fait que ce qui est vrai pour l'un ne le serait pas pour l'autre, ou différemment. Oui, en plus, voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Tout à fait. Et donc, du coup, en fait, derrière ça, le fait de vouloir en plus, donc, quand bien même on serait capable d'essayer de modéliser ce type de choses, les modélisations sont toujours réductionnistes. C'est-à-dire qu'on va toujours simplifier la réalité pour tenter de la représenter euh, dans des modèles informatiques. Et donc, du coup, ces simplifications, elles impliquent des choix, des implicites. D'accord? Si je décris que le fait de faire confiance, d'accord, cette notion de confiance, elle est représentée de telle ou telle manière, ou elle correspond à telle ou telle chose, bah, c'est un choix que je fais en tant que concepteur. Mm. Et la machine qui va utiliser ou déduire de la confiance en se fondant sur cette définition-là, celle que j'ai donnée, bah, euh, la machine n'a rien décidé, elle ne fait que s'appuyer sur des modèles qui lui ont été donnés, hein. Soit a priori, soit construits à partir de données, mais en tout cas, c'est des modèles qui sont toujours forcément réduits, biaisés, partiels. Voilà. Je peux me permettre, avant, Et Grégory, ouais, que vous poursuiviez sur ce point après, il y a un point qui m'intéressait, c'était la notion d'ajuster, vous avez dit, ajuster la stratégie en conséquence du ou des interlocuteurs. C'est-à-dire que cet ajustement, il est défini préalablement ou on demande à la machine justement d'avoir cette capacité à le faire. ouais, attention encore une fois, il faut bien dire, alors oui, il faut bien différencier. Pardon. La problématique là, que je suis en train d'essayer de donner, c'est celle de la représentation de ces concepts. D'accord, Mais je ok. ne suis pas en train de poser la question de l'objectif, encore une fois, de la machine. D'accord, ok. Bon. Mais prenons un exemple, hein. Euh, je suis un développeur de chatbot qui construit une machine pour aller vendre des produits à des gens. OK? Et je sais que certaines personnes âgées peuvent avoir des vulnérabilités cognitives. Suis-je capable de représenter et de modéliser un certain nombre de ces vulnérabilités dans ma machine, être capable de les déduire de l'écoute ou de ce que écrit mon interlocuteur, et à partir de là, de calculer un plan, et ça on sait faire, hein, c'est de dire, bah, Mhm. j'ai des objectifs, j'ai bien représenté mon monde, mon univers, j'ai des objectifs à atteindre, je connais les effets où je peux modéliser les effets présumés des actions de mon agent. Bah, je peux mettre en place un algorithme qui va calculer la séquence d'actions pour mon chatbot, c'est-à-dire la séquence de propositions à dire à un interlocuteur pour maximiser mes chances de vendre le produit. Et les vulnérabilités cognitives n'étant qu'un élément de l'environnement comme un Mhm. autre. Et donc, je m'appuie sur ces vulnérabilités cognitives pour vendre mon produit. Voilà. Voilà. Ce Bon qui exemple. est, voilà, c'est un exemple. Alors, ce qui est d'ailleurs, qui fait partie hein, ce qu'on appelle des systèmes d'intelligence artificielle
qui sont prohibés par la législation sur l'IA qui a été Ouais. votée par le Parlement européen il n'y a pas longtemps. Cet Ouais. exemple-là, exact que je vous ai donné, est absolument interdit. Voilà. Ouais. Voilà. Parce que justement, on met en place des systèmes qui sont manipulatoires. Mais vous voyez, le fait qu'ils soient manipulatoires est indépendant du fait d'être capable de représenter les vulnérabilités. Parce qu'au contraire, vous pourriez dire, bah, en fait, je vais être capable de représenter et de raisonner sur les vulnérabilités de mon interlocuteur pour justement Ça. m'assurer Ouais. de ne pas le manipuler ou de ne pas l'induire en erreur de manière, comment dire, de manière non intentionnelle. Ouais. Donc, Donc c'est-à-dire que la préalablement, pour ne pas avoir à faire quelque chose qu'on ne veut pas qu'il fasse, il faut qu'il sache euh, l'identifier c- pour savoir que ça, il ne peut pas le faire. tout à fait, ouais, ouais, voilà. Tout vient ensuite, après, sur la notion de filtre que l'on verra, que l'on mettra par la suite. Ouais, ouais. Ouais, ok. Et donc Ouais. moi, c'est à partir d'un peu de ces questions-là que j'en suis arrivé aux questions d'éthique. Et vous aviez évoqué le, le mot IA responsable. Mm. Parce que du coup, on se rend compte que voilà, avec tous avec ces systèmes, avec les difficultés à formaliser donc ce qu'on appelle les états mentaux des différents agents, qui soient artificiels ou pas artificiels, et ben en fait, on va avoir un besoin de régulation. Alors, soit des régulations euh, produites par des humains, de règlements déontologiques, de règlements et de règlements législatifs, d'accord? Et donc ça, c'est tout un domaine qu'on appelle la cyberéthique. Bon, je ne suis pas un spécialiste, hein, je peux en parler un petit peu, mais c'est pas forcément ce que je connais. Mais il y a un deuxième sous-domaine qu'on appelle donc l'éthique computationnelle, qui a pour objectif de modéliser les mécanismes de raisonnement éthique, les théories morales qui existent dans la littérature, en philosophie par exemple, de modéliser toute une série de concepts qui sont nécessaires pour prendre des décisions en tenant compte de facteurs éthiques et les intégrer dans des mécanismes de raisonnement pour des agents artificiels. D'accord? Donc c'est deux facettes du même domaine qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle responsable, qui a émergé, alors maintenant il y a une dizaine d'années, hein, ça fait quand même à peu près une dizaine d'années que qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Et donc l'idée étant d'essayer de combiner les deux pour avoir des systèmes sur lesquels on pourrait avoir confiance, au sens qu'ils soient relativement robustes aux erreurs. Alors ça, c'est plutôt des gens qui vont s'occuper de la fiabilité, qui soient licites, c'est-à-dire qui obéissent aux réglementations en vigueur, et qui soient éthiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modéliser et prendre en compte les enjeux éthiques explicitement dans les systèmes. Voilà. Grégory, est-ce que je dis une bêtise si je dis qu'aujourd'hui, dans le, dans le verbatim du commun des mortels, quand on parle d'intelligence artificielle, pardonnez-moi, responsable, la définition que vous venez de nous en donner, qui est une définition scientifique, je la retrouve, je la comprends, mais quand j'entends aujourd'hui les gens parler d'intelligence artificielle responsable, ce que j'entends, c'est un autre propos qui est plus une consommation raisonnée, faire attention aux usages, le côté green de l'IA. Est-ce que il y a une dissonance Alors, entre les deux, ça se retrouve, ou est-ce que c'est juste un abus alors, de langage? voilà, c'est à la fois un abus de langage, mais c'est aussi un peu la vérité. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut dire ça? Alors là, je m'éloigne de l'éthique computationnelle, d'accord, pour aller plutôt sur les aspects de cyberéthique, donc qui concernent en fait les, euh, les usages, le développement et la prolifération des systèmes d'IA. Donc, il y a toute une série de gens hein, qui ont un petit peu raisonner, c'est de travailler pour identifier ce qu'on pouvait appeler aujourd'hui l'éthique de l'intelligence artificielle. Et en particulier, j'aimerais bien vous citer les travaux d'un philosophe qui s'appelle Luciano Floridi, qui est très important parce que c'est quand même lui qui a beaucoup inspiré la réglementation européenne. D'accord? Et il écrit depuis très longtemps, mais en 2023, donc c'est assez récent, il y a toute une série de ces livres qui ont été traduits en français et qui sont disponibles. Donc il y a six volumes, hein. C'est quelqu'un qui travaille sur
l'éthique des technologies d'information et de la communication en général, mais il y en a un qui est spécifique à l'éthique de l'IA, et dans lequel, en fait, il essaie d'identifier les grands principes éthiques qui devraient sous-tendre l'usage de l'IA. Et en particulier, il met en avant qu'il faudrait s'intéresser en fait, utiliser pour l'IA les mêmes principes fondateurs que les principes de la bioéthique. Je vais revenir dessus. Plus un principe un peu spécifique à l'IA, qu'on appellerait l'explicabilité en général, pareil, qu'on peut un peu détailler. Alors, quels sont-ils, ces aspects? Pour la bioéthique, en fait, il y a 4 grands principes qui sont l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Et on va retrouver dedans toute une série d'éléments thématiques qu'on retrouve. Qu'on va parler d'autonomie, c'est respecter le libre arbitre. D'accord? Donc, quand je disais, il ne faut pas faire de chatbots qui vont venir se servir des vulnérabilités cognitives des personnes âgées pour leur vendre des choses, c'est bien respecter le libre arbitre des personnes qui sont en place. Quand on nous dit je ne veux pas faire de système d'IA dont les décisions soient irrévocables par des êtres humains. Ça ne rentre pas dans le cadre de l'autonomie, par exemple. Je veux que mes systèmes d'IA, quand ils prennent des décisions, je m'assure de leur innocuité. D'accord? Si je parle de bienfaisance, il y a des questions de respect de la dignité humaine, respect de la vie privée, des environnements et des écosystèmes. Et donc les questions de Green AI, elles rentrent en fait là-dedans. De non-malfaisance, c'est les questions de fiabilité et de sécurité. Et quand on parle de justice, on va retrouver les questions d'équité, de non-discrimination, voilà, dont on parle beaucoup. Mais ça, c'est des choses qu'on trouve déjà en fait en bioéthique et qu'on peut adapter en fait en tant que principe pour les systèmes d'IA. Quand vous dites on peut adapter, c'est que on se devrait de le faire, on est en train de le faire, on réfléchit à le faire. C'est quoi le niveau où on en est? Alors, et donc c'est là où je termine juste sur l'explicabilité très rapidement et je réponds à votre question parce que ça revient en fait à la question initiale et vous avez tout à fait raison, c'est la question fondamentale. Et donc le dernier principe que Floridi rajoute, c'est un principe d'explicabilité, c'est-à-dire qu'un système d'IA se doit d'être intelligible, c'est-à-dire que s'il prend des décisions, il faut qu'on soit capable de comprendre la décision et la raison de cette décision. Il faut que le système soit transparent, c'est-à-dire que quand il y a une décision, une production d'un système d'IA, on soit assuré et on sache qu'il s'agit bel et bien d'une production d'un système d'IA. D'accord? Voilà, si peut-être avez-vous été démarché au cours des derniers mois par des bots par téléphone qui vous appellent et commencent immédiatement en disant allô, allô, et attendre que vous répondiez pour s'assurer qu'il y a bien un humain. Bon, voilà, l'appareil, c'est pas une machine très, très transparente, par exemple. Et on veut aussi que le système soit responsable, c'est-à-dire qu'il soit capable, et aujourd'hui, c'est des choses dont on ne sait pas très, très bien faire, qu'il soit capable d'identifier les conséquences de ces décisions et de tenir compte de toutes ces conséquences-là dans les prises de décision en elles-mêmes. Voilà. Et ça lui permettrait, pardonnez-moi, le fait qu'elle prenne conscience des conséquences de décision, ça lui permettrait de s'auto-évaluer pour s'améliorer derrière, Alors, s'améliorer, je sais pas, alors, et pareil, prendre conscience, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est représenter explicitement les conséquences des décisions, pour pouvoir tenir compte de ces conséquences dans toutes, et même les effets de bord éventuels, pour pouvoir éventuellement ne pas prendre les mauvaises décisions au mauvais moment. Voilà. Et donc ça, c'est des thématiques qui sont importantes. Et donc, pour revenir à votre question initiale, le problème de l'éthique, et en tout cas des problèmes de la cyberéthique, c'est que l'éthique n'engage que ceux qui veulent bien s'y engager. Et qu'un principe éthique ne fait pas loi. Et que la seule chose qui fasse loi et ce que dont on puisse s'assurer, c'est ce qui est gravé dans la loi. Et la loi, si on vous dit il faut respecter le principe d'autonomie, c'est trop général.
vous ne pouvez pas définir en fait une réglementation fondée uniquement sur l'aspect générique en fait des principes. Les principes, ils ont besoin d'être convertis, transformés en des propriétés concrètes qui vont pouvoir être vérifiées, validées, voilà, dans la loi. Et c'est là où est la problématique. Donc, pour en revenir à votre question initiale, quand on parle d'IA responsable, dans l'imaginaire commun, ou forme d'imaginaire commun, on a toujours, on pense peut-être à un usage raisonné, mais on limite, mais comment dire, mais on ne va peut-être pas forcément trop loin. Et Floridi faisait à identifier immédiatement, une fois qu'il avait posé ses principes éthiques, il a posé ce qu'il appelle des risques éthiques, en disant que de toute façon, quels que soient les principes qu'il poserait, il y avait des limites fondamentales parce que il y a 5 risques qui concernent en fait l'éthique. Alors, vous allez voir, donc c'est des risques, c'est pas des risques, c'est des risques liés à la mauvaise utilisation de l'éthique elle-même. C'est ça que je veux vous dire. Le premier risque, c'est un risque de picorage. C'est-à-dire qu'on a plein de principes, mais vous voyez, les principes, ils se subdivisent en sous-thématiques. Bah, en tant que concepteur de système, je pourrais très bien choisir les sous-thématiques qui m'intéressent, de dire que, ah ben regardez, je fais un système qui respecte bien l'éthique, et j'ai bien choisi celle que je voulais, et j'ai mis de côté les autres. Vous voyez bah, c'est ce qu'on appelle aussi le cherry picking, c'est-à-dire qu'on va prendre juste ce qui nous arrange, d'accord, en sciences des données, pour valider des hypothèses et laisser tomber le reste. Un deuxième problème, c'est le problème du blanchiment. Alors, c'est pas du greenwashing, hein, c'est ce que Floridi appelle le bluewashing à la place. En fait, c'est se dire, ah non, non, mais moi, je développe un système d'IA qui satisfait des principes, des grands principes éthiques, qui sont assez difficiles, en fait, à identifier, et en s'appuyant dessus, dire, mais comme je fais de l'éthique, vous, législateurs, vous n'avez pas besoin de faire de législation, puisque je suis éthique. Donc, vous voyez, ça, c'est un deuxième problème, qui est de dire, bah, en fait, je me sers de l'éthique pour éviter d'avoir de la loi. Le législatif. Et ça, c'est problématique. Ouais. Vous avez des problèmes, évidemment, un peu de ce qu'on va appeler de lobbying, qui est de dire, bah voilà, j'ai un principe éthique, et vous l'implémentez dans votre système de manière superficielle ou juste déclaratif. C'est-à-dire que si vous me dites, bah, mon système, il est équitable, il respecte bien l'équité quand je prends des décisions, etc. Comment est-ce que vous le vérifiez concrètement? Comment est-ce que, au-delà de la déclaration, comment est-ce qu'on va s'assurer de pouvoir faire des audits, qu'on va pouvoir contrôler en fait ce type de système? Ça, c'est pas. Et est-ce que, si je peux me permettre, c'est le point numéro 3, pardon de vous interrompre avant les deux suivants, mais est-ce qu'il n'y a pas un schéma dans lequel ne pourraient être déployés ces outils-là que si préalablement ces outils de mesure sont mis en place pour s'assurer que c'est chose faite? Parce qu'une fois que c'est fait, si ça n'est pas mesurable, ce que vous évoquiez là, c'est qu'on pourra dès lors réutiliser ou bien l'argument numéro 1 et l'argument numéro 2 pour annihiler le reste. Oui, ça peut être problématique en ce sens-là. Après, on peut tout à fait, bah, ça c'est des questions de législation, c'est comment je décide de mesurer telle ou telle chose, quel outil je me donne, sachant qu'il existe des mesures, par exemple, de l'équité, il en existe plein, elles ont toutes des propriétés différentes, elles disent pas tout à fait la même chose, et du coup, bah, le fait juste de choisir une mesure d'équité, c'est déjà un choix très très fort en fait. C'est déjà un choix éthique en soi qui est. Alors, si c'est dans la loi, bah, ça peut être une chose, mais voilà. Ok. Pardon, c'était le point numéro 3. Non, il n'y a pas de. Vous avez raison. Hein. Il y a aussi des problématiques dites de dumping éthique. Bah, par exemple, vous pouvez avoir votre système qui est très éthique et qui va faire traiter une partie de ses données par un système appartenant à une puissance étrangère qui n'a pas du tout la même législation.
vous exportez vos données ailleurs, vous voulez faire votre traitement ailleurs, euh, voilà, de manière cachée, ou, enfin, ou même, même officielle, mais vous savez pas ce qu'il y a dedans, vous n'avez pas de contrôle sur cette partie que vous externalisez. Et donc, jusqu'à quel point, en fait, vous pouvez prétendre à satisfaire des Ouais. principes éthiques si vous faites ça. Et il nous en reste un dernier. Et puis le dernier, alors, c'était ce que Floridi appelait l'esquive éthique, euh, qui consiste en fait à adapter ses efforts au rendement perçu ou au contexte perçu. Et vous allez voir un exemple très simple, hein. Euh, Tant que Monsieur Trump n'était pas au pouvoir, les grands réseaux sociaux étaient en train de mettre en place une série de mesures pour contrecarrer les discours de haine en ligne, par exemple, ou faire de la détection automatique de check news, de fake news, etc. Je veux dire, le changement de contexte politique, social, a fait que soudainement je mets entre guillemets bonnes décisions, en tout cas les résolutions qui avaient été annoncées pour satisfaire des principes qu'on peut critiquer ou non, hein, la question n'est pas là, hein, mais Mhm. a été Totalement revue à la baisse compatible. immédiatement. Ouais. Donc finalement, le principe initial, vous voyez, était pas si important que ça, en fait. Ou alors Pour il le n'était coup. peut-être pas justifié pour de bonnes raisons. Enfin, il était plus contraint Ah bah, mais tout à fait, c'est parce que les gens font derrière voilà, Ouais. du picorage. Et donc, vous voyez, la question de l'éthique, en tout cas de la cyberéthique, de la régulation éthique ou responsable des usages, me semble-t-il, est très très difficile si c'est pas inscrit dans la loi. Ouais. Voilà, parce qu'il y a tellement de... Enfin, ouais, si les choses ne sont pas inscrites dans la loi, il y a tellement de manières euh, d'éviter ces enjeux-là. Bah, déjà, rien qu'avec les 5 points que vous venez d'évoquer, on peut déjà gentiment faire ses courses et se dire je le fais pas. Bon, Tout à fait, on ouais, peut ouais, faire ouais, ce ouais. qu'on veut, hein. Ouais, Ouais, ouais. ok. Ouais. Donc voilà, donc moi mon discours ici, c'est de vous dire voilà attention, attention peut-être au discours autour de l'IA responsable quand elle est uniquement focalisée sur les aspects cyberéthiques. Il faut toujours, ça ne veut pas dire qu'il faille ne pas, ne pas réfléchir à ces questions-là, ne pas se donner des outils, ne pas traiter les problèmes, hein. Mais il faut toujours se poser la question, voilà, par rapport au maximum d'exigences que l'on pourrait avoir, comment est-ce que euh, les entreprises qui développent des systèmes d'IA se positionnent vis-à-vis euh, vis-à-vis de ça. Et c'est une transition absolument parfaite pour le point de supervision morale. Parce que cette notion que vous évoquez là sur comment est-ce qu'on développait des outils de certification, de vérification, de mesurer la performance morale, ça c'est un terme que vous avez évoqué, que je trouve intéressant. La notion de performance morale sous la houlette de la supervision, pardonnez-moi, Mm. morale. Et notamment ce que vous appelez les AMA, AMA, c'est ça? Oui, alors donc là, pour revenir un peu au point initial, hein, ce qu'on appelle les AMA, c'est les agents moraux artificiels. Donc, ce sont Artificiel, ouais. des agents artificiels, que j'avais évoqué tout en début de rencontre, qui seraient capables de prendre en compte des enjeux éthiques, de les modéliser, de se les représenter, de prendre des décisions qui sont éthiquement Ouais. correct au sens de certains principes, de certaines valeurs. Évidemment, c'est toujours quelque chose de réduit dans un cadre bien précis et bien borné, d'accord? Et donc la question qui se pose, plus généralement, c'est comment je vérifie et je valide que tel ou tel système, tel ou tel agent moral ou non, voilà, dans l'absolu, satisfait bien des principes éthiques, respecte bien certains principes éthiques. Et comment ça peut être universel? Est-ce que ça peut être déjà universel? Non, ah bah non, 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 ça peut pas être universel parce que le simple fait que, comme je vous le disais, par exemple, les principes que pose Floridi, alors on pourrait lui objecter qu'il y a d'autres principes qui existent, qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait travailler, mais ça c'est pas, faut pas se limiter à ça, mais il reste
assez abstrait. Et donc, si vous voulez vérifier quelque chose, il faut que vous vous donniez une définition explicite de la chose que vous voulez vérifier. Et donc, si on reprend l'exemple de l'équité, je vous disais, voilà, il existe dans la littérature, dans le domaine, plusieurs mesures tout à fait pertinentes de l'équité. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va simuler le système qu'on veut analyser, on va lui dire, ben voilà, on va lui donner plein d'exemples de situations dans lesquelles il doit prendre des décisions. On a ces exemples-là, on a les situations de décisions qui ont été prises, et puis on va essayer d'analyser en fonction des entrées si les décisions semblent équitables, d'accord, de manière générale. Et donc il y a différentes mesures qui permettent de faire ça, mais ces différentes mesures, elles ont des propriétés mathématiques qui sont toutes un petit peu différentes. Et donc en fait, ça veut dire qu'elles ne mesurent pas toutes tout à fait la même chose. Voilà. On n'est pas dans le picorage, là, un petit peu, justement, quand on dit ça? Bah, D'une certaine non, façon? c'est juste qu'en fait le concept d'équité, c'est un concept je veux dire, qui a jamais été Ouais. fondé. Je veux dire, c'est pas un objet mathématique, c'est Ouais. complètement défini. C'est une notion qui évolue, d'accord, et cette notion, elle peut avoir plusieurs définitions en fait. Et ce qui est équitable pour vous ne l'est peut-être pas forcément pour quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que les deux points de vue sont deux points de vue Ouais. qui sont faux. Voilà. Et donc, ça pose vraiment la question de comment je fais pour vérifier qu'un système va bien satisfaire un certain principe éthique. Et aujourd'hui, il n'y a pas de, je- il y a pas de réponse en fait à ces questions-là. Sachant qu'il y a des problématiques qui sont donc trouver il faut trouver des mesures, des critères. D'accord? Donc, pour l'équité, je ne dis pas que c'est assez facile, mais il y a déjà pas mal de travaux dessus. Il y a d'autres notions, des notions de responsabilité, par exemple. C'est pas si évident que ça d'avoir des critères objectifs de ce que c'est que la responsabilité. Euh, voilà, il y a d'autres questions comme ça qui se posent. La question, par exemple, de la consommation énergétique. Est-ce que j'ai un système qui est parcimonieux ou non, par exemple? Comment est-ce que je me calcule ou modélise ça? Par exemple, on sait que c'est un problème énorme, parce que ça dépend de plein de choses, des algorithmes qui sont employés, des entraînements qui ont été nécessaires ou non, de la taille des modèles, des problématiques de stockage de données, du matériel qui a dû être construit, utilisé pour pouvoir faire tourner le système. Oui, il y a plein de variables. Et aujourd'hui, vraiment analyser les, les coûts énergétiques, c'est assez compliqué, euh, sachant qu'on peut même s'interroger sur quand bien même je serais capable de dire, OK, je sais que ce système dépense tant d'énergie pour pouvoir prendre une décision, encore faut-il rapporter l'énergie dépensée à la qualité de la décision. Mm. Je peux dépenser beaucoup pour Ouais. avoir une excellente décision, mais si je dépense 100 fois moins pour perdre juste 1% de précision, Ouais. Où est-ce qu'on est-ce que positionne c'est le curseur, quoi? Est-ce voilà, que ça reste acceptable? qu'est-ce que Ouais. j'appelle la parcimonie? Vous voyez, c'est pas Ouais. du tout, c'est pas Ouais. du tout évident. Donc Tout en à fait, fait. il y a toutes ces problématiques-là. Ensuite, il y a les problématiques de, bon bah, si je veux évaluer un système, comment est-ce que je peux le faire concrètement? Est-ce que j'ai accès au code? Est-ce que j'ai accès au modèle? Est-ce que j'en ai le droit? Est-ce que je dois le faire en boîte noire, en boîte blanche? Est-ce qu'il y a des organismes? Alors là, c'est un peu la législation de la régulation, mais est-ce que tout le monde doit être capable de pouvoir le faire? Est-ce que vous devriez est-ce que vous devriez avoir droit à avoir votre application sur votre téléphone qui vous permette de scanner un système d'IA et d'en vérifier les propriétés? Est-ce que ça doit être, est-ce que c'est un office ou une organisation qui doit le faire en amont pour donner des certifications? Alors c'est a priori un peu ce que voudrait faire l'Europe, c'est Ouais. qu'il y ait des systèmes de certification, Ouais. même si voilà, aujourd'hui, ça reste un peu encore encore un petit peu flou, ces questions-là. Et puis enfin, on avait parlé de performance voilà, morale, vous avez évoqué le terme, c'est il y a une problématique plus générale aussi liée à l'éthique, c'est que classiquement en IA, quand vous voulez évaluer un système, on a à notre disposition ce qu'on appelle des benchmarks, c'est-à-dire
des modèles de tests d'entraînement, des problèmes standards qui sont avec différents niveaux de complexité qui nous permettent de tester en fait les performances d'un système ou d'un algorithme vis-à-vis d'une tâche standard qu'on voudrait résoudre. En ce qui concerne l'éthique et la morale, par exemple, ou les principes, ça n'existe pas. Ouais. Ce genre de benchmark. D'accord? Et quand bien même ça existerait, des fois ça pourrait poser problème, parce que avoir un benchmark, ça signifie que vous connaissez la vérité de terrain. C'est-à-dire que vous savez, pour un problème donné, quelle est la bonne solution. D'accord? Pour pouvoir tester la performance d'un système, il faut le tester vis-à-vis de la vraie bonne solution, parce que si vous ne connaissez pas la bonne solution, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la notion de Définir performance? la bonne solution Et voilà, sur l'éthique et la morale, ça peut, voilà. essayer, hein, ça fait longtemps d'ailleurs. Hein, Alors, et on retrouve les mêmes problèmes qui sont les problèmes l'exemple de la question d'équité. Ben voilà, il y a il y a plein de mesures différentes, et puis ces mesures, elles sont critiquables, et vous aurez toujours quelqu'un qui va vous dire, oui, mais attendez, vous avez fait telle mesure, cette mesure, elle a telle propriété, elle fait ça et ça, alors qu'en fait, vous capturez pas exactement cette notion-là. Et je ne vais pas dire que c'est des débats sans fin, mais voilà, on a toujours un petit peu cette problématique-là, en fait, qui arrive. Donc aujourd'hui, hein, pour moi, il n'y a pas de résolution à la question de la supervision morale, mais il y a des gens, voilà, qui essaient de travailler dessus, alors, soit pour fournir des critères, des mesures, soit proposer des mécanismes d'évaluation, soit des gens qui, de manière plus indirecte, disent, bah, en fait, par exemple, si on fait des systèmes qui ont vraiment un raisonnement logique, au sens de la logique classique, euh, euh, on peut faire des preuves de comportement, de déduction. Ces preuves sont quand même beaucoup plus lisibles par un expert que juste des décisions que prendraient par exemple des systèmes à base d'apprentissage machine. Voilà. Bah, du coup, essayer de combiner les deux, se servir des raisonnements logiques pour contraindre les décisions des systèmes qui sont fondés sur des modèles appris, par exemple. Ça peut être une technique pour essayer de faire de la supervision morale, parce que ça, on pourrait vérifier. Voilà. Mais ça reste encore... voilà, ça c'est une ligne de recherche très récente, hein, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle neurosymbolique. Mais c'est vraiment des choses très très récentes. Et, voilà, on est encore loin d'avoir exploré le domaine là-dedans. C'est le sixième point, je suis content, on arrive à avoir le timing qu'on s'était dit, donc ça va. Ce qui est le sixième point, c'est la notion de conflit multi-agent. C'est-à-dire que ce point-là, avec tout ce qu'on vient de se dire là, dans un environnement comme celui-ci, que se passe-t-il si conflit il y a, sans mauvais jeu de mots? Alors, ouais, la question que j'ai abordée jusqu'à présent sur la question de l'éthique, ça a abordé surtout le fonctionnement et la supervision d'une machine, d'un agent. Maintenant, alors, projetons-nous à quelque chose de plus large, hein, qui sont des systèmes qui sont soit interconnectés, soit qui fonctionnent dans le même environnement. On a vu la difficulté qu'il pouvait y avoir à avoir une seule et unique caractérisation de ce qui était éthique ou non selon la situation. Bah, du coup, vous pouvez avoir plusieurs agents qui ont leur propre point de vue, leur propre manière d'identifier, de formaliser, de raisonner, de prendre en compte des enjeux éthiques, mais que ces points de vue soient quand même en conflit. Et donc là, pareil, il faut se poser la question de comment est-ce que je fais pour représenter des mécanismes de négociation, de prise de décision commune entre systèmes. Est-ce que ça peut être une notion de... Alors, le mot est peut-être pas le plus adapté, mais est-ce que ça pourrait être une notion de consensus, même si c'est pas chose aisée quand Alors, il peut y avoir des notions de consensus. Parce que cette notion qu'on évoquait entre la législation et la techno, le consensus serait de, par exemple, respecter ce que vous évoquiez tout à l'heure, on ne doit pas impunément faire le mal, ou ce genre de choses. Enfin, la notion de consensus sur ces modèles-là, elle a... Le problème, c'est que par effet un peu de picorage, le consensus étant le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire généralement dans les questions éthiques,
c'est ce qui est le moins, c'est ce qui est le moins régulé, en fait, le consensus. Ouais. C'est la régulation minimale ou Allez, les critères minimaux sur lesquels se fonder. Voilà, ce qui pose encore une fois, problème. Voilà. Donc, Donc non, pas de consensus. bah, C'est c'est assez, ouais, discutable. oui, il pourrait y en avoir, hein, c'est pas ça la question. Mais ça, c'est plutôt c'est encore une fois des questions de régulation, c'est plutôt voilà, aux législateurs de, de poser clairement cette question-là. Ah, je vois apparaître Bruno, je l'ai vu apparaître, mais il a Mhm. disparu. Ah oui, Pardon, je le vois. Grégory. Vous aviez peut-être attendez, vous avez peut-être un point à rajouter, par exemple, Grégory, avant Non, que je. je vois qu'il y a une Oui, question dans On est d'accord? Bruno? oui. Ne faudrait-il pas privilégier et développer les systèmes Euh, d'évaluation par des humains, plus indirects, mais plus en prise avec la vérité de terrain? Et c'est une question de Thomas Mhm. Mazières. C'est oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est une manière effectivement de faire de l'évaluation avec deux problématiques importantes. La première, c'est que il y a un coût, il y a un coût forcément important qui est lié à ça. D'accord, que d'avoir toujours des humains qui soient capables de suivre derrière et d'évaluer et de contrôler. Et encore une fois, il faut plusieurs humains euh, avec une certaine diversité. Il faut des comités spécialisés pour faire ça. Parce qu'en fait, nos propres jugements, notre propre point de vue voilà, sur l'éthique peuvent être, sont biaisés. En fait, on a aussi nos propres valeurs voilà, qu'on a intégrées qui peuvent avoir qui peuvent avoir un effet. Mais effectivement, je vais plutôt dans votre direction. Je pense que l'évaluation des systèmes sur les aspects éthiques doit être plutôt une évaluation qualitative que quantitative, en s'intéressant plutôt au ressenti ou à l'effet que ça a directement sur les humains. Hormis pardon, je regarde l'heure, j'essaie de pas. Ah, alors, avant que je ne pose ma question, je laisse celle de Stéphane. Vous la voyez, Grégory, vous avez Oui, l'accès oui. à. Ouais. Alors, oui. Attendez. Quel poids donner à l'éthique dans l'IA quand les divergences flagrantes existent entre des visions européennes et américaines? Les régulations vont-elles imposer aux entreprises européennes de mettre en place ou de contracter avec des systèmes mettant en œuvre cette éthique? La conception ne va-t-elle pas l'emporter sur l'éthique? C'est une excellente question. Ça correspond très exactement au problème de dumping éthique qu'évoquait Luciano Floridi. C'est exactement ça, c'est-à-dire que les régulations vont sans doute s'imposer à minima, enfin, sauf si on va à l'encontre, hein, qu'il y a des gens qui défendent un point de vue adverse, mais c'est rarement le cas. Et d'ailleurs, l'Europe, hein, même si l'Europe a mis en place sa régulation, ce qui est vraiment à la fois une première, et c'est quelque chose de très, de très intéressant, mais le discours majoritaire qu'il y avait derrière, hein, c'est qu'il y avait la peur en permanence que il faut surtout pas briser l'innovation, etc. Et donc, et ça, c'est un discours en fait qui est tenu un petit peu, un petit peu partout, hein, et qui fait partie, et qui participe des problèmes, des risques éthiques hein, identifiés par Plomby. Et dans la question, la deuxième partie de la question de Stéphane, c'est les régulations vont-elles être imposées aux entreprises? Alors ça, c'est ce qu'on on parlait de l'IA tout à l'heure. Mais il y a un monde où il y a un creux qui va se fausser entre deux visions massives, alors peut-être deux ou deux, ou peut-être plus, mais pour reprendre l'exemple. Ça, je pourrais pas vous le dire. Enfin, en tant Ouais. qu'informaticien, j'ai pas plus de connaissances, enfin, éclairées que vous là-dessus. Je peux avoir un avis de citoyen, peut-être. Oui, j'entends, Voilà, j'entends. mais voilà, moi, j'ai plutôt une tendance à être un peu pessimiste sur ces aspects-là. Mais Mais c'est alors, pas. sans avoir à Ouais. faire appel aux citoyens, mais aux chercheurs, ce que vous voyez, est-ce que vous voyez des actions qui sont menées dans d'autres pays sur ces recherches-là? Et si oui, à quoi elles ressemblent? Est-ce que c'est similaire? Est-ce qu'il y a des ponts entre les réflexions ou chacun est dans un monde qui Alors peut-être. non, non, au niveau de la recherche, hein, c'est très clairement, c'est très clairement convergent. Ouais, En tout cas, d'accord. voilà, si Oui. on va retrouver, en tout cas, la recherche en informatique, les questions se posent. Encore une fois, euh,
après, tous les chercheurs ne sont pas forcément d'accord sur cet aspect-là. Un certain nombre d'entre eux disent voilà, que les aspects éthiques, législatifs, tout ça ne les concernent pas. Ils les concerneront quand ils seront mis en place, mais que c'est pas à eux de dire ou de dicter les choses. Et vous avez toujours les deux points de vue qui sont, est-ce que je donne des outils pour aider, par exemple, si je fais des systèmes d'IA dits frugaux, voilà, donc je fais des systèmes de deep learning et des grands modèles de langage qui sont moins coûteux, mais ils sont certes moins coûteux, hein. C'est de la bonne recherche de ce côté-là, mais on voit dans on voit dans les faits que ça ne ralentit, enfin ça n'inverse en rien les courbes de consommation énergétique, par exemple. Voilà, pas simplement parce que ça ne permet que de supporter plus la charge, voilà, et la demande. Oui, tout à fait. Et quelles recommandations je pourrais faire à une entreprise ou à une collectivité territoriale? En fait, la recommandation principale, c'est d'avoir un comité d'éthique, en fait, qui soit. Alors, il faut qu'il ait assez de force, en fait, ce comité, pour pouvoir suivre des dossiers et faire des recommandations qui soient un peu suivies d'actes, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la difficulté des comités éthiques, c'est que il faut qu'ils aient un pouvoir, en fait, décisionnaire. Voilà. Par exemple, si vous voulez faire des expérimentations avec des êtres humains dans le domaine médical, je veux dire que vous devez toute expérimentation doit passer devant un comité d'éthique et avoir l'aval. Si vous n'avez pas l'aval, vous ne pouvez pas faire légalement l'expérimentation que vous avez prévue. D'accord, c'est pas juste un conseil. C'est c'est la réglementation. Et donc là, c'est exactement. Il faudrait mettre quelque chose un peu en place dans la même idée, en fait. Avec ce poids et cette capacité de pouvoir dire si on n'a pas cette validation-là, alors on ne déclenche pas. Ce qui nous Oui, promet alors, des heures, ce qui nous prenait des heures oui, mais bien sympathiques sûr. Alors après, évidemment, hein, encore une fois, c'est des choses en fait à construire et à Ouais, réfléchir, hein. C'est pas aussi évident que ça. Il faut pas que ça soit, pas que le comité d'éthique soit non plus, voilà, un comité un comité de censure. Voilà, c'est pas ça la censeur, question. ouais. C'est pas ça du tout la question. Mais voilà, c'est se donner les moyens voilà, pour éviter ça. Mm. Bruno, est-ce que ça répond à ta question? Merci, oui. Le timing, on est bravo, Oui, impeccable, hein. plus d'une heure. Est-ce que je laisse peut-être une dernière question, une remarque ou quelque chose? Non, non, très bien. Ça prouve qu'on a réussi à balayer les points qu'on avait évoqués. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, juste pour conclure, effectivement, il y a des aspects qui sont un peu abstraits dans dans ce que je dis. Alors, j'ai pas trop abordé les aspects techniques de modélisation voilà, qui le sont. Mais voilà, si vous avez envie d'aller voilà, un peu plus loin, je vous conseille vraiment le livre de Luciano Floridi, Vous nous avez L'éthique pas de donné le l'intelligence titre. artificielle. Ça coûte Comment s'appelle-t-il le titre? Pardonnez-moi, rappelez-moi. Luciano Floridi, Le L'éthique titre de du livre, l'intelligence artificielle. l'éthique de l'intelligence Voilà, artificielle. Ok, va coûter 20 euros, voilà, à peu près. Euh, ça se lit ça se lit vraiment bien. C'est un philosophe, mais il écrit, il écrit de manière très simple. C'est vraiment lisible et vous retrouverez en fait les éléments que je vous ai mis, que j'ai super, abordés essentiellement. super. Bruno, est-ce que tu voulais peut-être ajouter un point ou une remarque ou une question, quelque chose? Non, simplement pour remercier de cet échange qui, je pense, nous aura permis à tous d'avoir des éléments de réflexion. Merci Stéphane pour Oui. Et puis, le fait que aussi que les webinaires, hein, pour conclure, sont tous accessibles en replay, hein, sur le site du Data Lab Normandie. Donc voilà, et donc vous pourrez retrouver celui-ci aussi dans quelques jours ou semaines sur le site. Et ça contribue vraiment à enrichir nos réflexions collectives. Donc voilà, merci beaucoup pour cette intervention. Merci à toi, Merci à Damien. vous pour l'invitation. Et Et Grégory, merci beaucoup d'avoir réussi aussi
à faire en sorte de rendre audibles et compréhensibles des choses qui sont particulièrement techniques. Et c'est pas chose aisée, donc merci et merci pour votre temps. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Cool. Mesdames, messieurs, bonne journée à vous tous. À bientôt. Au revoir. Bye bye Grégory, merci.